Je sais pas vous les amis, mais moi en tout cas je suis encore frigorifié à l'idée de m'imaginer dans la même position que Romain Vandendorp qui est resté de longues minutes allongé, immobile, dans une piscine remplie de glaçons pour nous parler du froid et pour évoquer la pratique très différente effectivement de la théorie. En tout cas, nous sommes réunis une dernière fois. C'est la dernière table ronde de cette Cité des Aventuriers, ici à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. On a passé 2 journées merveilleuses, mais il nous reste à parler d'une forme d'aventure. Toutes les aventures que nous avons évoquées hier après-midi et cet après-midi, eh bien, ce sont des aventures décidées, des aventures volontaires, des aventures qui procurent du plaisir, qui évoquent le dépassement de soi pour certaines d'entre elles. Mais aujourd'hui, eh bien, on voulait aussi terminer en évoquant des aventures forcées, c'est-à-dire des aventures dont les héros ne sont pas forcément décideurs de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils veulent faire. Alors on va en parler dans quelques instants avec Joséphine de Robe et avec Anne Kéméré. Anne Kéméré qui sera en Bretagne, Joséphine qui sera à mes côtés. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne sur cette idée d'aventure forcée avec Christian Clot, qui est un aventurier qui ne pouvait pas être avec nous en direct aujourd'hui, que ce soit ici ou ailleurs, puisqu'il est tout simplement dans cette opération Deep Time, enfermé dans une grotte avec 14 autres personnes dans l'Ariège, du côté de Ussat, la grotte Lombrive. Et avant de partir, avant de plonger dans cette grotte, eh bien, il a voulu nous parler d'une mission qu'il a montée, une mission totalement confidentielle. Il n'en a jamais parlé avant aujourd'hui, elle s'appelle Pour un rêve. Et elle suit cette mission un groupe de migrants forcés. On parle beaucoup de migrants dans notre pays, mais là, il s'est intéressé à des migrants venant du Honduras et du Salvador qui sont obligés de quitter leur pays, de quitter tout ce qu'ils ont construit là où ils sont nés, là où ils vivaient, pour prendre la direction des États-Unis. Pourquoi? Comprendre cette migration, évoquer l'accueil aux États-Unis de ces migrants, c'est l'objectif de Christian Clot. Il nous en parle et puis ensuite, eh bien, on évoquera d'autres aventures forcées, notamment l'aventure climatique. D'abord Christian Clot, on l'écoute. Bonjour, je suis Christian Clot, explorateur-chercheur, et dans le cadre de cette 3e édition de la Cité des Aventuriers, je vais essayer de vous parler de quelque chose, d'un travail que je mène depuis maintenant quelques années, dont je n'ai encore jamais parlé à personne, quasiment. En tout cas, je ne l'ai jamais présenté, donc je vais essayer de le faire de mon mieux aujourd'hui. C'est un travail que je mène avec des groupes de migrants forcés qui qui tentent de partir du Honduras ou du Salvador et qui tentent d'arriver jusqu'aux États-Unis. C'est un travail qui est né d'une double volonté, en fait. La première, quelque part très logique, c'est de poser des questions depuis de nombreuses années sur cette notion de la migration. Alors, on parle bien là de migration forcée, hein, pas de migration volontaire, où on va s'installer dans un autre pays, ce qui est finalement assez commun, mais cette migration qui oblige une personne un jour à quitter son territoire, à laisser derrière elle tout ce qu'elle avait pour tenter cette aventure. Parce que quelque part, au début, c'est une aventure, mais une aventure qui n'est pas préparée, pas volontaire, pour se rendre dans un autre pays, un pays dont elle espère en tout cas être accueillie et pouvoir y vivre une vie meilleure, en tout cas une vie qui, au-delà d'être meilleure, est souvent une vie qui va pouvoir s'absoudre de la crainte permanente. Et c'est quelque part ce que j'ai le plus ressenti jusqu'à aujourd'hui dans les personnes que j'ai accompagnées. Donc il y avait cette volonté de comprendre cette migration, ces migrations, de comprendre, parce que forcément, nous sommes touchés dans nos pays occidentaux par ces migrations et j'ai toujours été surpris par les réactions assez enflammées qu'il peut y avoir autour de ces notions et notamment de l'extraordinaire aide et accueil qu'il peut y avoir chez certaines personnes ou du rejet total qui existe chez les autres, ce rejet total pour des humains.
pour des humains qui arrivent chez nous et qui ne sont pas venus dans un autre but que de vouloir chercher une vie un peu meilleure. Et j'aurais pu faire... je me suis longtemps posé la question de qu'est-ce que je pouvais faire moi à mon échelle, qui est faible en tant qu'humain, seul, entre aller m'associer à des associations, travailler sur le terrain. Je l'ai fait un peu, aller recueillir les témoignages des gens qui reviennent et qui arrivent et qui racontent, mais on sait bien que les récits sont altérés et j'avais envie de mieux comprendre ce que voulait dire cette migration. Et puis, la deuxième raison, c'est que mon travail depuis des années avec l'Institut de l'adaptation humaine, c'est d'essayer de comprendre les mécanismes de l'adaptation et finalement, ce qui permet à un humain, soumis à un changement profond, total, de trouver des mécanismes de possibilités, de capacités qui lui permettront de s'adapter à la nouvelle situation et surtout de devenir maître de son destin. Et qui mieux, aujourd'hui sur notre planète, que les migrants forcés, pour voir quelque part cette adaptation, pour voir ces personnes qui quittent un territoire qui est le leur, parfois depuis des générations, dans lequel ils ont créé leur vie, leur monde, leur famille, leur histoire, et que de devoir tout laisser derrière pour aller dans un territoire qui leur paraît prometteur, mais qui sera fondamentalement différent en bien des points, et surtout peut-être dans l'accueil qu'ils recevront. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette émission Pour un rêve, parce que c'est vraiment ce rêve initial qui les pousse, qui donne envie de partir. Ce rêve qui est souvent issu de drames et qui est difficile à vivre pour ces personnes et qui les oblige un jour à partir. Et quand je dis les oblige, j'insiste sur ce mot. En tout cas, c'est le cas de toutes les personnes que j'ai l'occasion de suivre, d'accompagner durant ces trajets. Aucun n'est parti pour juste s'amuser, découvrir ou juste pour des problèmes économiques et trouver plus d'argent ailleurs. Ils sont partis parce qu'ils en avaient besoin. Je me suis donc rendu dans ces territoires et j'ai eu l'occasion de voyager, de me déplacer avec plusieurs groupes. Alors pourquoi j'ai choisi Honduras, Salvador, Guatemala, Mexique et tous ces pays d'Amérique centrale et ensuite du Nord? La raison est assez simple, en fait, il y en a beaucoup, mais la raison principale, c'est vraiment la langue. C'est que je voulais pouvoir deux choses. Tout d'abord, accompagner ces groupes à l'intérieur de ces groupes et comprendre fondamentalement ce qui se passait. Et grâce à l'espagnol, que parlent aussi bien les personnes en migration que les douaniers, que les services d'immigration, que les mafias, que les personnes qui pourraient avoir envie de les empêcher de vivre ce rêve, toutes ces personnes parlent espagnol et donc je pouvais être en interaction et comprendre les motivations, les besoins des uns et des autres beaucoup plus facilement que dans un territoire où, aux multiples langages, où j'aurais été incapable de bien comprendre les volontés des uns et des autres. J'ai donc choisi le Honduras, qui malheureusement est un pourvoyeur important de ces migrants forcés, parce que le territoire est souvent aujourd'hui devenu ultra-violent pour ses ressortissants. Et le tout premier groupe avec lequel j'ai voyagé a été peut-être, évidemment, c'était aussi une première fois, donc elles sont toujours beaucoup plus impactantes, mais je crois qu'au-delà de tout, ce groupe m'a le plus touché. J'ai voyagé avec un groupe familial, une famille avec un père de famille, son épouse, leur petite fille de 4-5 ans, et d'autres personnes qui s'étaient accolées à ça, notamment une femme qui au sourire toujours joyeux et toujours motivé dans un certain sens, et qui me raconte un soir, tout bêtement, la raison de son départ. Et c'est la première fois, évidemment on le sait, on l'entend, on le lit, on a des notions de tout ça, mais de se retrouver assis dans la nuit à attendre qu'on puisse avancer parce que des mafias sont en train de circuler dans la zone où on est, et soudainement cette femme qui te parle de sa raison, de pourquoi elle est là, pourquoi elle est dans la souffrance qu'elle est actuellement. Et qui te dit, un jour je suis rentré chez moi, dans ma maison,
Et la tête de mon mari et de mes enfants était posée sur la table. Qu'est-ce que vous voulez que fasse cette femme? Aller à la police qui est potentiellement responsable de cet acte? Aller voir les mafias qui sont peut-être eux aussi responsables? Elle n'a pas le choix. Elle part. Cette femme qui était comptable dans une petite société, qui pèse 120 kilos, terriblement obèse, et d'ailleurs c'était la caractéristique des 3 femmes qui étaient avec nous dans le groupe, va se retrouver à partir à pied dans un trajet hallucinant que bien des aventuriers dits spécialistes auraient peut-être eu du mal à faire dans une forêt tropicale, dans des conditions indescriptibles parfois de chaleur, 40 degrés, 98, 100% d'humidité, des mafias qui courent ces territoires et dont le but est d'arrêter ces personnes, de les racketter et malheureusement, si elles n'ont rien à donner, de commettre des exactions inimaginables. Cette femme, elle ne part pas parce qu'elle a le choix. Elle part parce qu'elle a besoin. Et que sa seule solution, c'est d'aller chercher ailleurs une possibilité. Et la première fois que j'ai rencontré ce groupe avec ces 3 femmes obèses et 2 jeunes hommes un peu fougueux qui, eux, étaient quelque part dans une sorte d'aventure, c'est vrai, et que j'ai vu le trajet qu'on allait être amené à faire dans cette forêt tropicale, de passage de frontières caché, de voir avancer furtivement et se jeter dans les fourrés au moindre bruit, de peur que ce soit les Migras, les fameux services d'immigration, ou les mafias. Je me suis dit, mais il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Elles n'y arriveront jamais. Mais moi, je ne suis pas sûr d'y arriver. On est parti la première nuit pour marcher. On avait 45 km à marcher dans cette forêt sans eau. Je les vois partir sans même avoir une bouteille d'eau avec eux, parce qu'ils sont, et c'est ce qui m'a frappé le plus de tous les groupes que j'ai accompagnés, dans une totale impréparation. On pourrait se dire qu'après avoir entendu tout ce qu'ils ont entendu, avoir tous ces migrants avant eux qui sont partis, souvent revenus parce qu'ils se sont fait rejeter, de toutes les conversations qu'ils ont, ils se sont préparés. Ils ont mis en place des systèmes. Et la réponse est souvent non. Parce qu'aucun d'eux, pratiquement aucun d'eux ou d'elles, n'avait pensé devoir partir. Et c'est cette impréparation qui caractérise la plupart d'entre eux et d'entre elles, ce qui est peut-être la plus grande démonstration à toutes les personnes qui pensent encore que ce sont des gens qui viennent volontairement nous voler nos territoires en venant chez nous dans nos pays. Cette impréparation, pour moi, était la plus grande démonstration de personnes qui sont parties soudainement parce qu'il y avait un besoin. Les trajets que j'ai faits avec ces personnes, elles m'ont appris énormément, terriblement, sur ce qu'est les motivations, sur ce qui peut pousser une femme ou un homme à agir, sur cette adaptation du quotidien. Je serais incapable de décrire tout ce qu'on a pu y vivre avec les mafias, avec cette contrainte énorme de personnes qui ont des machettes ou des armes et qui n'hésitent pas à s'en servir lorsqu'une personne n'agit pas comme ils le désirent ou ne donne pas ce qu'ils attendent. Ce que vivent ces personnes en le subissant ou en le voyant, c'est des traumas qui sont profonds, qui sont énormes. Et pourtant, malgré ces traumas, à chaque fois, c'est repartir, c'est poursuivre quand même. C'est garder ce rêve, cet espoir de cet ailleurs. Le moment le plus fort peut-être, c'est une marche d'environ 12 heures qu'on a fait. Moi, je portais la petite fille du couple parce que le père n'avait plus la possibilité de le faire et la raison est finalement peu importante. Et j'avais cette petite fille de 4-5 ans dans les bras, et on peut se dire que ce n'est pas très lourd, mais ça devient lourd au bout d'un moment. Et je sentais le poids de cette fille, et on fuyait une mafia, et
et on devait se cacher à tout moment, faire silence, repartir. Et cette fille cette petite fille qui était en train de vivre ça, qui venait de voir son père subir des atrocités, ne pleurait pas, ne criait pas, acceptait tout ce qui lui arrivait. Et à chaque fois qu'on s'arrêtait, qu'on avait un moment de repos, un moment de répit, où soudainement on pouvait se détendre pendant quelques minutes ou quelques heures, me demandait de jouer avec elle. Et on jouait. Et puis on repartait dans le furtif, dans la crise, dans la peur. Et elle m'a montré ça, cette petite fille. C'est ça l'espoir qu'on doit avoir aujourd'hui. C'est cette idée que ces enfants-là, qui vivent des traumas énormes, ont quand même envie de jouer. Ont quand même envie de construire quelque chose et de voir un futur possible. Et c'est pour ça qu'on doit absolument aider ces personnes, forcément. Parce que ce qu'ils ont vécu leur donne une capacité hallucinante de faire face à des situations nouvelles, à des situations extrêmes. Je connais personne qui a plus quelque part de formation, de capacité que ces personnes-là, quand elles arrivent dans le territoire qu'elles ont espéré, pour faire face à des situations hallucinantes. Et je me dis à chaque fois, je me le disais déjà avant, mais c'est encore plus vrai aujourd'hui, à chaque fois qu'on repousse une personne à la mer pour des prétextes totalement iniques, nous, chez nous, dans nos pays occidentaux, on s'enlève une chance de construire le futur. On s'enlève une chance de comprendre qu'on sera soumis à des conditions de plus en plus difficiles et que ces personnes pourront nous y aider parce qu'elles l'ont vécu, parce qu'elles ont dépassé ça. Malheureusement, toutes n'y arrivent pas, évidemment, mais lorsqu'elles y arrivent, ce sont des personnes qui ont une résilience et une adaptation ensuite qui est extraordinaire. Quand on voit cette Bestia, c'est un train qui traverse le Mexique. Il s'appelle la Bestia, c'est pas pour rien. Ce sont des rails d'un autre âge, des vieilles locomotives à mazout qui branlent dans tous les sens. Et le but pour les personnes qui migrent au Mexique, c'est de courir après ces trains, de s'y accrocher pour faire le trajet en traversant du Mexique. Et tous les jours, pratiquement, en tout cas très régulièrement, des gens en tombent, soit en essayant de s'y accrocher, soit parce que les secousses sont trop fortes et qu'ils s'endorment à un moment donné et qu'ils tombent du train. Et malheureusement, il y a autant de mutilés et de décès que de personnes qui tombent. Et sur le trajet, on voit énormément de cette situation-là. Quand on les voit courir derrière ce train, quand on voit un père de famille tenir son enfant et se jeter sur cette Bestia qui effectivement porte bien son nom, et cet enfant qui, alors que son père s'accroche à peine, elle-même prend le barreau du train pour se retenir et retenir son père, vous vous dites, cette personne-là, cet enfant-là, après ce qu'elle aura vécu, si elle arrive à le dépasser, sera la personne la plus extraordinaire à accompagner dans sa vie. Alors je ne sais pas aujourd'hui exactement comment on va travailler tout ça. J'ai mis en place des formes de questionnaires, de protocoles qui me permettent de mieux comprendre, de les accompagner, de mieux saisir ces informations et puis d'essayer de les aider à ma manière ensuite. Il y a une chose dont je suis persuadé de tout ça, c'est que malheureusement, des migrations forcées, il y en aura de plus en plus, avec notamment les migrations climatiques, avec des migrations suite à des traumas dans les pays, dus sans doute aussi à des problèmes climatiques et environnementaux. Et qu'aujourd'hui, mon premier constat, c'est que la plupart de ces personnes qui partent ne savent pas du tout à quoi s'attendre, ne savent pas ce qu'elles vont vivre, et sont totalement impréparées à vivre non seulement le trajet et l'arrivée dans le nouveau territoire qui sera, je l'espère, un jour le leur. Et que j'ai envie aujourd'hui de tout ce qu'on est en train de comprendre, de travailler avec ces personnes, de pouvoir non pas aider seulement l'arrivée dans les territoires, mais d'aider avant le départ, pour que ces personnes qui n'auront pas le choix, soyons clairs, dans le futur de partir, soient mieux armées sur ce trajet et puissent le vivre avec moins de drames et moins de souffrances. Parce que c'est ça qui nous définit en tant qu'humains, en tout cas qui devrait nous définir en tant qu'humains,
c'est d'aider les autres à vivre moins de drames et moins de souffrances. Merci. Merci infiniment, Christian Clot, d'avoir pris le temps, avant de partir sous terre dans cette grotte avec l'expédition Deep Time, d'être venu nous présenter, presque en avant-première, hein, parce que Christian a fait des tas d'expéditions dans le monde pour tester la résistance, notamment du cerveau, du sien, dans un premier temps. Mais c'est la première fois qu'il vient nous parler de cette opération pour un rêve où il va suivre donc ces migrants du Salvador et du Honduras en partance forcée, bien évidemment, pour les États-Unis. Alors, l'aventure forcée, on va maintenant l'évoquer avec Anne Kéméré et avec Joséphine Derobe. Bonjour Joséphine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que Anne nous attend dans son petit coin de paradis, au bout de la France, en Bretagne? Bonjour Anne. Alors pour l'instant, Anne, il va falloir savoir lire sur les lèvres. Est-ce qu'on peut mettre le son, s'il vous plaît les amis? Parce que je pense que Anne nous entend, mais nous n'entendons pas Anne. Donc on va commencer avec Joséphine. Joséphine, auteure, artiste, réalisatrice, spécialiste des nouvelles technologies en termes de films, spécialiste de 3D, explorateur, j'ai envie de dire, exploratrice des territoires audiovisuels sensoriels. Et tu es parti avec ta caméra à 360, avec ses moyens modernes, à la rencontre d'un réfugié, d'un migrant afghan qui était obligé, quoi qu'il arrive, de quitter son pays parce qu'il avait une foi-toi sur la tête et que s'il restait sur place, il allait, quoi qu'il arrive, être tué. Absolument. En fait, je suis moi-même et la petite équipe qu'on avait constituée repartis sur les traces de son chemin, de sa route d'exil, de son aventure forcée. Mortaza Jami, donc, c'est ce réfugié afghan, vit en France depuis plus de 10 ans maintenant. Il s'occupe des nouveaux arrivants. Il est en charge en région parisienne d'un centre d'hébergement d'urgence. Et il a écrit un livre qui s'appelle « Je savais qu'en Europe, on ne tire pas sur les gens », où il raconte justement sa route, son aventure forcée, son exil forcé, condamné par une fatwa, donc condamné à mort en Afghanistan. Il part du jour au lendemain, il avait 25 ans, tout lui réussissait, il venait de fonder une start-up, il faisait du commerce, et du jour au lendemain, voilà, leur entreprise avait un peu trop de succès. Lui et les autres fondateurs de cette entreprise se sont retrouvés avec une condamnation à mort et il a dû partir en pleine nuit comme un voleur, sans rien. Et c'est cette histoire qui t'a passionné. On comprend que pour lui, c'est le début d'une aventure forcée. Alors, évidemment, compte tenu de la dangerosité, compte tenu du contexte, impossible pour toi de filmer ou de refilmer tout ce qu'il a pu vivre, notamment depuis Kaboul, depuis l'Afghanistan. Absolument. Et l'autre réflexion de ça, c'était aussi comment pouvoir aborder le spectateur autrement. Je pense que pour ce sujet-là, pour l'exil, pour l'asile, pour la problématique des migrants, des clandestins, il faut qu'on puisse tous faire des propositions allant du théâtre au reportage, au documentaire. Et là, en l'occurrence, je cherchais avec ces technologies, donc comme une expérience en réalité virtuelle et ensuite un parcours en réalité augmentée, de pouvoir emmener les gens dans son voyage passé, dans son souvenir. Joséphine, pour avoir vu une partie de ce film, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se met à sa place. C'est-à-dire qu'on voyage avec lui, c'était presque un voyage par procuration. Et on est saisi, parce que comme on est vraiment à 360 degrés, on comprend son angoisse, on comprend ses craintes, on mesure la difficulté du voyage, beaucoup plus que sur un écran ou beaucoup plus que dans un livre. En tout cas, c'était une réflexion. Un écran amène une distance de facto. On peut voir des images extrêmement difficiles et des témoignages très durs. Mais justement, j'avais beaucoup réfléchi sur être à l'épreuve de tous nos mécanismes de défense. Parce que trop de misère, parce que la multitude, et qui tout ça fait, je pense, pour des choses qui sont traumatiques, violentes, on a cette tendance en tant qu'être humain de le repousser de soi, parce que c'est trop. Ça ne me concerne pas, et je préfère ne pas voir. Or là,
les gens sont consentants à rentrer dans un casque, et dans ce casque... on ne rentre pas dans un casque, on rentre dans sa vie. Voilà, on est immergé dans des paysages, dans son intériorité, dans le passé de cette trajectoire. Donc ensuite, ça a été l'accompagnement de sa voix, et aussi l'agencement des espaces, ils sont tous réels, sauf quelques séquences effectivement dites animées, parce que j'avais un souhait que ça puisse être onirique. En même temps extrêmement physique et prégnant, parce qu'on est... on est avec lui. Hein. On est transporté en Turquie, on est transporté dans une barque. On est sur le bateau où il remercie Dieu de ne pas avoir eu de tempête à ce moment-là, parce que j'imagine que comme la plupart des migrants, il ne sait pas nager. On est dans l'espèce de camionnette dans laquelle il est brinque-ballé. On est dans le conteneur avec lui, où du grain se déverse sur lui. Il ne comprend même pas comment il arrive encore vivant dans le port de Venise. Une question importante, est-ce qu'il a été difficile de le convaincre de partir dans une nouvelle aventure avec ce projet? Alors, cette partie de vie véritablement était derrière lui, il m'en a parlé plusieurs fois, il a eu la générosité vraiment d'accepter ce travail et cette proposition, parce que ça a duré plusieurs années quand même pour faire ce projet. Parce que son souhait, comme le mien et comme beaucoup d'entre nous, est surtout sur le fait de pouvoir sensibiliser les citoyens, les jeunes générations, les moins jeunes, sur ces questions de migration, de routes au départ clandestines, mais qui sont bien pour pouvoir avoir un futur quelque part. Et c'est pour ça qu'il a accepté et que du coup on a collaboré sur ce projet. Vous avez un point commun, Joséphine, avec Anne Kéméré, qu'on va retrouver en Bretagne, parce que je crois que le son est revenu, c'est l'utilisation de l'audiovisuel, alors différemment, mais néanmoins l'utilisation de l'audiovisuel pour montrer une aventure forcée de ce migrant afghan. Et du côté d'Anne, qui, je le rappelle, est une écrivain, navigatrice, elle a traversé l'Atlantique à la rame dans les deux sens, elle a tenté et réussi la traversée du Pacifique avec une aile s'apparentant un peu à un kitesurf. Elle est allée aussi beaucoup dans l'Arctique avec un bateau solaire, etc., etc. Grande aventurière. Anne, aujourd'hui, qui s'intéresse aux réfugiés climatiques. Alors Anne, avant de parler de ton projet de documentaire, c'est quoi concrètement un réfugié climatique? Un réfugié climatique n'est pas une seule personne, puisque en fonction des pays où on se trouve et des problématiques de chaque pays qui connaît aujourd'hui des bouleversements climatiques, il va y avoir autant de réfugiés climatiques qu'il y aura de problématiques climatiques. Alors Anne, au départ, je crois que tu voulais aller relativement loin, notamment au Bangladesh, en Afrique, mais que à cause de la crise sanitaire, tu t'es rapproché un peu de chez nous, mais finalement, tu as trouvé d'autres réfugiés climatiques, d'autres raisons, plus près donc aux Pays-Bas, en Moldavie et à Chypre notamment. Oui, alors c'est vrai que les contraintes sanitaires, la pandémie nous a imposé de ne pas partir aussi loin, parce que le projet initialement est né d'un de mes voyages en Arctique, et en particulier d'un séjour prolongé, parce que la météo était défavorable, que j'ai fait dans un village qui s'appelle Tuktoyaktuk, et où je suis depuis 2014 revenu régulièrement, autant en été qu'en hiver. Et en l'espace de 5-6 ans, je me suis rendu compte que la population, qui n'est déjà pas très nombreuse, puisque c'est un village de 800 à 900 habitants à peu près, est un village qui commence à être déserté, tout simplement parce que ce petit hameau qui se trouve sur les rives de la mer de Beaufort disparaît à cause de l'érosion qui est maintenant galopante. Les tempêtes sont plus violentes, le permafrost est en train de fondre, et donc les habitations tombent les unes après les autres en mer de Beaufort, et plutôt que de réinstaller les villageois dans le hameau un peu plus loin,
En général, le gouvernement leur propose des logements à Yellowknife ou à Edmonton à des milliers de kilomètres de chez eux, ce qui fait que ces gens qui ont quand même encore une culture inuite très importante finissent par se disperser, perdre leur identité, leur culture, leur langue, tout ce qui fait et ce qui a toujours fait cette partie inuvialuite de l'Arctique. Joséphine, Donc, là, il y a... moi, Pardon, Anne. Non, vas-y, Denis. Non, je voulais faire un parallèle entre, bien évidemment, quand on fuit la guerre et une fatwa, on n'est pas dans le même état d'esprit que quand on fuit un problème climatique. Néanmoins, il y a quand même cette notion de déracinement, de départ pour l'inconnu, de départ pour un nouveau monde que l'on n'a pas choisi, Joséphine. Absolument. Je pense que justement, que ce soit climatique, politique et même économique, comme raison de départ, des hommes, des femmes, des familles entières prennent une route. Celle de Mortaza est entre l'Afghanistan et la France, mais effectivement, ça peut être de toute façon terrestre, par voie d'eau à un moment donné, et on se retrouve dans des chemins extrêmement complexes, avec des problématiques de passeurs, où c'est des réseaux, c'est extrêmement dangereux. Au final, les gens pensent que ce sont des routes qui ne sont pas payantes, mais c'est faux, ça coûte un argent absolu. En plus, ils appellent les familles, les amis, ils empruntent je pense que Joséphine, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a pu voir sur les traversées, notamment de la Méditerranée, avec l'arrivée sur cette île italienne de Lampedusa, on sait que ça coûte de l'argent, qu'il y a beaucoup d'escroqueries, que les bateaux sont dans un mauvais état, qu'ils sont utilisés et empruntés par beaucoup trop de monde pour que ce soit sécure, avec des gens, et on le disait, avec le réfugié afghan que tu as suivi, avec des gens qui souvent ne savent pas nager en cas de problème. Absolument. Voilà, donc, et avec des canaux de sauvetage qui sont limités et pas bien adaptés. Donc c'est vrai qu'on est au courant de ça. N'empêche qu'avec un documentaire, avec ce film en réalité augmentée, on va peut-être montrer et permettre aux gens de toucher du doigt ce qui est le problème. Pas juste entendre une information qui s'évapore rapidement, mais se dire, bon sang, mais c'est ça qu'ils vivent. C'est aussi ça que tu as voulu vraiment souligner. En fait, plonger le spectateur grâce à ce casque, vraiment, il y a cette notion de transport très forte, puisqu'on les emmène en Turquie, via le dessin en Grèce, en bateau, en train, en bus, dans une cale, ensuite dans un container. Du coup, que les gens puissent vivre une histoire pour pouvoir ouvrir à l'histoire de tous, parce que finalement, c'est une odyssée. Et que quelque part, ils la vivent un peu avec lui de l'intérieur. Et il y a une intimité qui se crée et surtout une proximité, ce qui est souvent compliqué à faire passer d'un point de vue émotionnel et même sensoriel pour les spectateurs, où malgré tout, ça reste abstrait, loin, distant. Mais là, on est à sa place. C'est voilà. pas qu'on est dedans, on est à sa place, carrément. On voyage dans le conteneur, on voyage sur le bateau précaire. Anne Kéméré, raconte-nous un petit peu, Anne, comment est né ce projet, comment tu as trouvé, entre guillemets, les gens qui allaient participer à ces documentaires, ces réfugiés climatiques, que ce soit aux Pays-Bas, en Moldavie ou à Chypre. Alors, moi, quand je suis partie avec cette idée de... bon, déjà, j'avais une réelle fascination pour ce que j'ai découvert en Arctique et les liens qui se sont créés avec les gens de Tuktoyaktuk en particulier. Et je suis revenue avec dans la tête l'idée de raconter leur histoire. D'abord pour que ce soit une histoire qu'on puisse, enfin une sorte de témoignage ou en tout cas quelque chose qui nous permette de comprendre qu'est-ce qu'était un déplacé climatique et un peu à la façon de Joséphine d'arrêter de parler de façon abstraite des déplacés climatiques et de prendre peut-être en exemple quelques personnes de façon à ce que les spectateurs, téléspectateurs puissent ressentir ou essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'était cette situation et non plus cette espèce d'abstraction de quelque chose de lointain
comme vous le disiez très bien tous les deux tout à l'heure, où quand on n'a pas envie de regarder, on éteint sa télé, on ferme la radio, et on fait comme si ça n'existait pas. Et en amenant le projet, j'ai rencontré en fait un producteur, Marc Andréani, qui a une boîte de production qui s'appelle Injam, et je lui ai parlé de cette idée d'article. Et après réflexion, lui me dit, mais tu sais, je pense que ça mériterait d'aller beaucoup plus loin simplement que de l'Arctique, parce que l'Arctique, pour beaucoup de gens, c'est un pays lointain, donc il n'y a pas la proximité que tu veux, toi, apporter. Et si on imagine plusieurs saisons, on pourrait, puisque les conditions actuelles font qu'on ne peut pas voyager beaucoup, pourquoi est-ce que ce projet qui s'appelle aujourd'hui Face au climat ne serait pas un projet qui commencerait déjà en Europe, pour que nous autres Européens déjà comprenions que ce qui se passe ailleurs se passe aussi chez nous. Et c'est comme ça qu'en fait le projet est parti sur une saison, une première saison européenne. Donc comme tu le disais, Pays-Bas, Moldavie et puis Chypre, avec la possibilité d'avoir une deuxième saison qui là nous permettra de partir sur un autre continent, puis une troisième saison. Malheureusement aujourd'hui, les réfugiés climatiques ne manquent pas et je pense que au fur et à mesure des années qui passent, on va se retrouver face à des déplacements qui vont être de plus en plus conséquents. Alors Anne, évidemment, hein, c'est vrai, dans plein de domaines, plus on est proche de chez soi, plus on est concerné, plus on est sensibilisé. Quels sont les problèmes climatiques qui engendrent ces migrations? D'abord aux Pays-Bas. Alors aux Pays-Bas, comme depuis, je dirais toujours, hein, c'est la montée des eaux, Bien sûr. c'est la violence des tempêtes en mer du Nord, par exemple. Et ce qui m'intéressait justement dans ce tournage, c'était de trouver d'abord des témoignages de gens qui vivent sur le terrain et qui ont la compréhension, pas toujours scientifique, mais du vécu, du quotidien. Et puis de trouver également des personnes qui, parce qu'il y a parfois des solutions, ou en tout cas des débuts de solutions, il y a des idées qui fusent de partout évidemment. Et aux Pays-Bas, j'ai été très étonné de voir alors j'avais découvert les Pays-Bas il y a fort longtemps, à une époque où on était encore dans cette volonté de dominer la mer ou de dominer l'eau par rapport à la terre. Avec la création des polders notamment. Tout à fait. Et j'ai été très surprise de voir que depuis quelque temps, la pensée aux Pays-Bas a complètement changé, qu'il y a une vraie prise de conscience de cette montée des eaux et de cette incapacité que l'homme a à dompter la nature. La nature aura toujours le dernier mot. Et on le voit à travers le monde entier aujourd'hui. Il suffit d'un tremblement de terre, il suffit d'un tsunami pour que un pays entier soit ravagé, ou une pandémie par exemple. Et aux Pays-Bas, alors ce n'est pas qu'aux Pays-Bas j'imagine, mais parce que j'ai pu échanger avec des gens récemment, ils ont maintenant cette volonté de s'adapter aux nouvelles problématiques climatiques. À savoir que de plus en plus, on voit des villes qui sont construites sur l'eau, que ce soit des villes flottantes ou des maisons sur pilotis. Donc on laisse, et puis des espaces qu'on aménage de façon à ce que l'eau, aujourd'hui, puisse avoir un espace. Donc l'adaptation, elle se fait maintenant plus du côté, on n'essaye plus de contrôler absolument la nature, Ouais. mais on essaye de la guider et de la diriger de façon à ce que chacun, l'eau et l'humain, puissent vivre en relative harmonie, on va dire. La Moldavie et Chypre, quels sont les problèmes climatiques qui engendrent également des déplacements? Alors les déplacements, à Chypre sont totalement différents. La Moldavie, la problématique du Danube, hein, elle va être la même avec la même problématique des inondations et donc des déplacements de villages entiers, de populations qui
qui ne peuvent plus vivre là où elles vivent aujourd'hui. À Chypre, par contre, on est dans une dimension tout autre que l'eau, justement, c'est la sécheresse, les incendies, et donc là aussi, des territoires qui sont très souvent des territoires agricoles et qui, suite aux incendies, ne sont plus viables et qui vont imposer donc à des populations. Alors, comme on le disait, ce sont souvent des petits villages, donc des populations pas très importantes. C'est sûr que si la problématique climatique touche des grandes villes, on va s'intéresser, les gouvernements vont s'intéresser au déplacement de population. Mais tant que ça reste encore des petits villages, donc des populations moins importantes, c'est souvent aux populations elles-mêmes de trouver les solutions. Et la solution vient à tous et qui paraît parfois la plus évidente, c'est la migration, c'est de partir. Ouais. Ouais, je pense que ce qui se passe, on le voit de plus en plus fréquemment, notamment en Australie ou encore en Californie avec des incendies monstres, pourrait effectivement sensibiliser la planète et les populations mondiales beaucoup plus que Chypre, la Moldavie, voire les Pays-Bas, qui sont des pays qui, entre guillemets, sans que ce soit péjoratif, comptent moins et sont surtout beaucoup moins peuplés. On se rend compte finalement, Joséphine, que cette aventure forcée, cette migration, on l'a vu avec Christian, la migration climatique évoquée par Anne, ou cette migration politique, géopolitique ou religieuse, notamment depuis l'Afghanistan, eh bien, elle concerne énormément de monde sur notre planète. Absolument. Absolument. Je pense que c'est aussi très intéressant de pouvoir partager et aborder ces chemins, ces histoires, parce qu'il y a une nécessité pour la survie de l'espèce humaine de savoir s'adapter. Comment, pratiquement, tu t'es organisé pour mettre en scène, entre guillemets, mais dans une scène tellement réaliste, ce réfugié afghan dans ce film en réalité augmentée? Il y a eu tout un travail. Alors, je tenais énormément à ce que je puisse être au plus près de certains lieux qu'il avait vraiment traversés. C'est-à-dire que tu es retourné vraiment là où il a accosté en Turquie? J'ai essayé. Ouais. Donc, comme lui il s'en souvenait? Il avait fait cette route 8 ans auparavant. Donc, on a passé de nombreuses heures, tous les deux, l'un à côté de l'autre, sur Google Earth. À essayer de retrouver en fonction du témoignage qu'il avait écrit d'époque sur son livre et ce qu'il avait encore en mémoire, ce qui était très intéressant de voir la façon dont la mémoire travaille. Et on essayait de trouver les lieux en fonction... voilà. Il y a des moments où ça restait une zone. Et notamment autour d'Izmir, qui était censé en Turquie être l'endroit où justement il a pris une barque pour passer la frontière marine et se retrouver en Grèce. Parce que les images, c'est vrai, sur cette barque, dans une mer totalement calme, on a l'impression d'être sur un lac, c'est presque idyllique, le ciel est bleu, on a presque l'impression que c'est les vacances à ce moment-là. Oui, mais il y avait aussi quelque chose, pour moi, il y avait des contrastes très intéressants que je cherchais. Quand il y avait des choses extrêmement difficiles qu'il nous racontait, en règle générale, je choisissais un espace et un paysage qui était plutôt beau, en plénitude, quiétude, pour amener ce contraste et aussi pour éviter justement le trop-plein. Le côté anxiogène. Exactement. Parce que je voulais surtout pouvoir garder la disponibilité du spectateur, sa tête et aussi son corps, parce que c'est lui effectivement qui est dans la barque, c'est lui qui est enfermé dans des toilettes dans un train, ou qui se retrouve dans un labyrinthe de containers alors même qu'on est à Venise, et que c'est vrai que... C'est terrible ce qu'il dit d'ailleurs à Venise, il dit « Rendez-vous compte, Venise, je n'ai vu que des hangars, des containers, le port et la gare. » Exactement. Et il dit « C'est pourtant l'une des plus belles villes du monde. » Et il faut imaginer qu'avec ce casque, vous regardez à droite, à gauche, au-dessus. À un moment, j'ai été surpris de voir que ça faisait un petit moment que je n'avais pas levé la tête, et il y avait un magnifique nuage. Bon, c'est bête, mais il y a aussi une forme de poésie dans ce film que je vous inviterai vraiment à voir. Je sais qu'en ce moment c'est très compliqué, mais je pense qu'à un moment on aura la possibilité de partir à la rencontre de ce réfugié, d'être avec lui, d'être à sa place. Anne,
Est-ce qu'il est facile de convaincre les gens, ces fameux réfugiés climatiques dans les pays évoqués en Europe, de témoigner, de partager et de participer à cette sensibilisation à travers des témoignages et des images? Alors moi, j'ai été très surprise de voir que oui, les gens sont très enclins à partager leur histoire, peut-être parce qu'ils ne se rendent pas, ils ne se rendent peut-être pas réellement compte de ce que ça peut représenter pour nous d'aventures forcées, d'obstacles à franchir, parce que l'humain est ainsi fait. Tout ce qu'il vit lui paraît euh, simple à partir du moment où il est dans ce chemin euh, dans lequel il n'a pas vraiment le choix en fait. Et peut-être qu'on s'intéresse à eux, qu'on vienne vers eux pour qu'ils nous racontent leur histoire, et quand on leur explique qu'on voudrait d'une certaine façon essayer de marcher dans leurs chaussures, ce qu'on ne pourra jamais. Et même si la réalité virtuelle nous permet d'arriver à une notion peut-être assez proche de ce que c'est que cette aventure forcée, on sait très bien que on n'aura pas la peur, on n'aura pas l'angoisse, on n'aura pas l'incertitude qui a été la leur. Mais déjà de s'intéresser à eux, c'est de leur donner une existence alors qu'ils avaient l'impression d'avoir disparu, ou en tout cas de ne pas compter aux yeux parfois de leur gouvernement. Donc non, j'ai pas rencontré d'obstacles, j'ai pas eu l'impression que les gens taisaient des choses, et en même temps, c'est vrai qu'il y a un espèce de je ne sais pas comment expliquer, mais presque un bonheur d'être vivant et d'avoir retrouvé une place ailleurs, même si ils ont dû quitter leur communauté, perdre une part de leur identité, de leur culture pour certains. Ils sont heureux parce qu'ils sont vivants et ils savent mieux que personne la valeur de la vie. Là, c'est un trait d'union entre vos deux aventures. Ils sont heureux parce qu'ils sont vivants. Je pense qu'ils sont heureux aussi parce que, et c'est pas fréquent, j'imagine, on s'intéresse à eux. Est-ce que, Anne, tu as constaté chez ces réfugiés quand même certains dégâts psychologiques, dégâts familiaux, des évolutions négatives au moment de cette transhumance vers un autre endroit à cause de ces problèmes climatiques? Alors, j'ai eu le sentiment, à travers les témoignages que j'ai pu en tout cas recueillir, euh, qu'il y avait une force incroyable dans ces gens parce que il y a une espèce de résilience. Non pas qu'on oublie, parce que tous se souvenaient exactement des situations qu'ils avaient quittées, de moments forts, des adieux parfois, de gens qu'ils espéraient revoir et qu'ils n'ont jamais revus, et en même temps quelque chose qui les portait quand même malgré tout vers demain. Et ça, il y a un message d'espoir. Je trouve que c'est, il n'y a rien de pathétique, de misérable ou au contraire, ça, on repart boosté. Et même moi, je suis reparti en me disant, mais ces gens-là sont incroyables. Il faut absolument qu'on puisse le partager et qu'on se rende compte à quel point on a peut-être des leçons à apprendre aussi, et surtout de ne pas avoir peur de ce qui peut arriver, parce que on parle souvent de la problématique climatique comme un espèce de grand drame qui va nous étouffer. Et on a l'impression à les entendre qu'il y a toujours une petite note d'espoir quelque part. Et ça, c'est un super message en tout cas. Et je pense que ces gens-là, il faut vraiment les entendre pour ne plus avoir peur de demain. On a parlé d'aventure depuis 2 jours, mais à vous entendre, Anne et Joséphine, j'ai l'impression que les vrais aventuriers, certes, ce sont ceux qui traversent l'Antarctique, ce sont ceux qui sont seuls dans un univers très hostile, mais les vrais aventuriers de la vie, est-ce que ce ne sont pas ces réfugiés afghans, ces réfugiés climatiques, ceux qui malheureusement ne l'ont pas choisi? Je pense oui. Pour des aventuriers, des explorateurs, effectivement, je pense que ça concerne une autre catégorie de personnes par ailleurs extrêmement intéressantes, mais ce sont des aventures forcées, ce sont des odyssées pour moi, véritablement, et en même temps, ils sont aussi là si on raconte leur histoire, de pouvoir
la partager et effectivement montrer qu'on a cette force, qu'on a ce courage et qu'on a une capacité de futur ailleurs, d'impossible. Anne le disait, il y a aussi un bonheur, presque une jouissance à avoir retrouvé un équilibre après ce déplacement. Est-ce que tu as senti toi aussi, Joséphine, à travers ce réfugié que tu as suivi, cette forme de sublimation de la vie? Est-ce qu'ils sont capables finalement de sortir d'eux-mêmes et de trouver des forces totalement insoupçonnées oui, absolument. à travers ces aléas de la vie et quoi de plus terrible que d'être obligé de fuir parce qu'on risque d'être tué? Absolument. Mortaza, donc sur sa route clandestine, extrêmement dangereuse, il y a des moments, même pour lui, où c'est presque un courage, des réactions, oui, surhumain, vraiment. Et ce que je trouvais capital pour nous à partager, enfin pour moi en tout cas, c'est avec lui, c'est l'autre partie du voyage, qui est le voyage administratif. Et même nous, en tant que citoyens européens, je pense qu'on connaît l'horreur, elle a été décrite, on connaît ce qu'ils traversent. Mais une fois qu'ils sont arrivés dans nos pays, comme la France, on ne sait plus. Or, ce que je trouve passionnant et qui fait un lien avec ce qui vient d'être dit, c'est que quand ils demandent l'asile, qui demandent le statut de réfugié, ça c'est pour pouvoir avoir justement un futur, un avenir, pour pouvoir le construire ici ou dans un de nos pays européens. Quand on leur refuse ou quand il y a des temps d'attente de 2, 3, 4 ans, là c'est un moment où tout d'un coup l'espoir s'effondre. Voilà, l'être humain bascule. Mortaza le dit et c'est extrêmement touchant, il dit il y en a qui deviennent fous. Et ils ne deviennent pas fous sur cette route où, quelque part, des actes de bravoure. De toute façon, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Il faut avancer sur la route. Absolument. En revanche, quand ils arrivent, là, ils sont dans une forme d'immobilisme. Et c'est aussi pour ça, j'imagine, que Mortaza, lui qui a réussi, lui qui a reconstruit sa vie ici, qui est devenu papa, etc., il accompagne les nouveaux arrivants. Absolument. Anne, ce sera l'une de mes dernières questions. Est-ce que le fait d'être une aventurière toi-même, d'avoir connu des situations extrêmement difficiles, je pense notamment à ces très nombreuses semaines perdues, seule, sans aucun moyen de communication lors de ta traversée du Pacifique avec ton kiteboard, est-ce que ça te donne une appétence particulière, supplémentaire, pour comprendre ces réfugiés climatiques et peut-être trouver le moyen de les toucher plus facilement? Je crois que quelque part, comme vous le disiez, nous, notre aventure, elle est choisie. Donc, quelque part, c'est une forme de luxe qu'on se permet dans des vies qui sont relativement confortables. Et lorsque l'on voyage et que l'on se retrouve confronté à des histoires qui, elles, ne sont pas choisies, et où on se rend compte que finalement les forces déployées par ces gens sont au moins égales sinon supérieures aux nôtres, c'est évident qu'on ne peut pas ne pas être touché par cette espèce d'humanité incroyable qui est certainement en chacun d'entre nous. Mes voyages, moi, m'ont appris justement que les forces que je ne pensais pas avoir, elles étaient bien en moi. Et donc, on le voit à travers des histoires comme celle que l'on vient de raconter, jusqu'au moment où l'administratif vient tout briser et pour lequel, enfin, contre lequel on ne peut pas se battre. Mais je pense que oui, mes aventures m'ont en tout cas amené la curiosité de l'autre, certainement, et m'ont interrogé sur ce qui se passe à travers le monde et qui finalement n'est pas si loin de nous. Tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit en Arctique ou aux Pays-Bas, finalement, ça se résume. On vit tous sur une même planète. C'est un même corps dont on parle. Et donc, on ne peut pas séparer les bras et les jambes. Donc, ce qui arrive aux bras, systématiquement, finira par arriver aux jambes. Les courants, les phénomènes qui se passent actuellement climatiques, s'ils sont en Arctique aujourd'hui, vont finir par nous impacter, nous, en Europe. Donc c'est finalement notre histoire aussi, quelque part, que l'on touche lorsque l'on va toucher les histoires de ces gens qui sont tout près de nous. C'est passionnant, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on est en train de converser, Joséphine et Anne. Une dernière question à chacune. C'est quoi
votre prochaine aventure, ta prochaine aventure d'auteur, de réalisatrice? Alors, déjà pour le projet Meet Mortaza, Quand est-ce qu'on va pouvoir le voir, voilà, ce projet-là? il est actuellement, il passe dans des festivals. Voilà, il était au Festival de Venise en septembre, du coup il était montré au 104. Il était à Austin, à South by Southwest la semaine dernière, mais voilà, l'idée c'est de vraiment pouvoir le montrer en Europe, au public Ça va large, arriver. voilà. Il faut être optimiste. Absolument. Et mon prochain projet parle d'une anthropologue française qui s'appelle Nastasia Martin, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Croire aux fauves. Et l'idée, c'est justement de pouvoir l'adapter seul en scène pour le théâtre, avec voilà, pareil, un goût particulier pour parler des métamorphoses, du possible humain, malgré effectivement une situation climatique voilà, qui est la nôtre, mais qui est très positive. Elle a survécu à un ours et la façon dont elle raconte sa résilience peut nous aider aussi beaucoup à regarder autrement ce qui se passe actuellement autour de nous. Voilà, j'espère qu'on pourra voir ce film, en tout cas en réalité augmentée. C'est absolument passionnant. J'ai eu la chance de pouvoir le voir et c'est très beau. Anne, tu repars où, comment? J'imagine que ton esprit foisonne lorsque tu regardes l'Atlantique depuis ta maison à la pointe de la Bretagne. Chanceuse que tu es de pouvoir vivre comme ça, baignée par l'iode. Je confirme. La météo est tout à fait favorable. Bon, évidemment, nous, on attend la petite équipe là avec beaucoup d'impatience que face au climat, les 3 premiers épisodes puissent être diffusés, hein, puisque c'est Ushuaïa TV et puis TV5 Monde qui doivent les diffuser. Donc ça nous excite pas mal. Et puis on attend les prochains tournages de la 2e saison et tournage en Amérique du Nord. Donc là, je vais pouvoir enfin retrouver le petit village de Tuktoyaktuk et puis des projets d'écriture, des projets de navigation évidemment. Donc plein de choses encore. On est vivant, donc profitons-en. Anne, nous t'embrassons en Bretagne et nous sommes très heureux de t'avoir eu avec nous pour cette Cité des Aventuriers parce que tu représentes l'aventure et aussi ce témoignage de l'aventure forcée. Merci beaucoup Joséphine d'être venue nous présenter. On a envie d'aimer Mortaza, on a envie de partager son quotidien et puis ça nous sensibilisera peut-être un peu plus et ça nous concernera peut-être un peu plus sur ce problème des migrants. En tout cas, moi j'ai été ravi d'être avec vous tout au long de ce week-end, samedi après-midi, dimanche après-midi, avec des expériences exceptionnelles que vous avez vécues, comment faire du feu, comment faire des nœuds, la problématique du froid, bref, plein de choses. Et puis ces tables rondes passionnantes, je vous invite à retourner sur la chaîne YouTube de la Cité des Sciences et de l'Industrie ici à la Villette pour revoir ou voir certaines des tables rondes ou certaines des expériences que vous n'auriez pas pu voir en direct ce week-end. Je vous rappelle qu'on a abordé l'exploration au service de la pédagogie. On est parti sur les traces d'un explorateur. Et quels explorateurs? Avec Charles Darwin, avec le conte de la Pérouse. L'aventure accessible à tous, la micro-aventure très intéressante, Deep Time, j'en parlais succinctement tout à l'heure, ces 15 hommes et femmes qui sont descendus dans une grotte pour vivre 40 jours sans repères spatio-temporels, c'est passionnant. La gestion du stress et des risques en milieu hostile, bien sûr, partir à l'aventure, ça engendre pas mal de risques et certains aventuriers sont venus nous en parler, l'aventure et le handicap. Ça a été une des tables rondes les plus émouvantes avec des gens qui sont devenus handicapés, qui, à cause d'une maladie, eh bien, sont partis à l'aventure avec une énergie, un courage et une motivation exceptionnelle. Et puis nous sommes partis aussi à la découverte des plantes sauvages avec des gens extraordinaires, notamment François Couplan, qui est l'un des plus grands spécialistes au monde. Et puis l'aventure forcée, on vient d'en parler. Bref, franchement, on a passé un magnifique week-end sous le thème de l'aventure. J'étais ravi de partager ces moments avec vous. Merci à ceux qui l'ont organisé au sein de cette Cité des Sciences et de l'Industrie. Et j'ai envie de dire, pourvu que l'année prochaine, on puisse reprendre ça, mais avec les projets du monde, avec des gens autour de nous, pour qu'on puisse
partager véritablement. Mais c'était important, en cette période de pandémie, qu'on puisse partager virtuellement l'aventure et qu'on puisse s'évader et quelque part vivre un peu par procuration ce que nous ont raconté tous les aventuriers présents et hier et aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de week-end et vive l'aventure quelle qu'elle soit et quel que soit l'endroit du monde que vous ayez envie de découvrir. Merci à tous, belle soirée, bonsoir.